On y est, Im-Sama est directement sur Elbaf. Alors en commentaire, on me dira que elle possède l'esprit de Genko et elle n'est pas directement sur place. Mais elle a déjà un rôle dans l'arc, elle a déjà un rôle dans l'œuvre et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas trop tôt? Finalement, Im-Sama devrait être l'ennemi final, le dernier rempart qui permettrait à Luffy de sauver le monde et là, ça fait pas 2 tomes qu'on est sur Elbaf et elle se pointe déjà. Qu'est-ce que va devenir l'intrigue si Im-Sama se fait battre ou si juste elle se fait blesser aussitôt dans l'histoire? Est-ce que finalement elle n'est pas en train de libérer la place pour qu'un ennemi encore plus puissant arrive dans l'œuvre et fasse sombrer le monde de One Piece dans le chaos? On pourrait dire que c'est une erreur de l'auteur, mais on a déjà eu un auteur dans le passé qui a fait un mécanisme similaire. Je parle bien sûr d'Akira Toriyama pendant le Cell Game. Il prend la décision de faire combattre en premier Sangoku contre Cell. Les éditeurs se sont énervés et lui ont expliqué que si jamais il défaussait la carte du héros principal dès le premier combat du Cell Game, alors après comment est-ce qu'il ferait pour faire monter la tension? Ce qui est le rôle de chaque auteur, c'est de faire en sorte que chaque chapitre soit meilleur que le précédent. Et Akira Toriyama a eu la meilleure des réponses possibles face à ses éditeurs. Il a dit que pour pouvoir continuer à produire le manga le plus intéressant pour le lecteur, il devait se mettre en danger. Et pour lui, la meilleure façon de se mettre en danger et donc de sortir de sa zone de confort, c'était de cramer la carte de son héros principal dès le premier combat du Cell Game. Et ça a donné un des plus beaux retournements de situation, qui est l'entrée de Sangohan en affrontement final contre Cell et le cliffhanger avec le Super Saiyan 2 qui reste aujourd'hui la scène la plus emblématique de Dragon Ball. Et là, on a exactement la même chose, mais pas avec les héros, avec les antagonistes. Im-Sama, qui aurait dû être intouchable jusqu'au combat final, va finalement rentrer dans l'arène assez tôt. Et Oshiro Oda est en train de se mettre en danger. Il se met en danger parce que si jamais la carte de Im-Sama est directement défaussée au bout de 2 tomes de l'arc Elbaf, alors on aura une intrigue pour savoir qui sera l'antagoniste final de One Piece. Et on voit actuellement Marie-Joas Terre Sainte dans les flammes. On sait que ça ne peut pas être les révolutionnaires car Dragon en voulait à Sabo si celui-ci avait osé porter la main sur un roi. L'action des révolutionnaires est une action douce. Ils ont décidé de faire un blocus. Ce n'a fait pas partie de leur objectif de mettre Marie-Joas à terre et à sang. Alors qui est la personne? Qui est le groupe qui a attaqué directement la capitale des dragons célestes? Est-ce que c'est Garling qui attendait son heure depuis un certain nombre d'années et qui aujourd'hui fait partie du Gorosei, assez proche du pouvoir en place pour directement faire un push? Est-ce que ça sera finalement Xebec qui reviendra sur le devant de la scène? Et je vous l'ai dit, Oda a dit que l'antagonisme final aurait un cache-œil. Ou alors est-ce que c'est pas Barbe Noire qui finalement a atteint la terre des dieux, lui qui voulait gouverner le monde? Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette review du chapitre 1149 de One Piece. Donc si tu kiffes ce genre de vidéo du dimanche, n'hésite pas à t'abonner, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos sans vous abonner les frérots, à me donner ton avis en commentaire, c'est hyper important, à liker cette vidéo mais aussi à la partager à tes proches. En ce moment, je développe ma chaîne TikTok, donc n'hésite pas non plus à me rejoindre sur TikTok. Je te mets directement le lien en premier commentaire épinglé. Je compte sur vous les frérots. Bon, j'ai fait le beau gosse dans ma vidéo de jeudi puisque j'ai validé 2 théories. Je vous rappelle, j'ai validé que Brook était fatalement le père de Genko et que Scopper-Gaban allait perdre parce que les chevaliers divins allaient prendre Colon en otage. Mais j'avais aussi prédit des choses qui ne se sont pas passées et ce chapitre m'a donné tort sur un sujet où j'étais particulièrement sûr de moi, c'était au sujet de Ronia. Moi, je pensais que les géants, n'allaient pas brûler les bibliothèques. Je me suis trompé, ils l'ont fait. Je pense que c'est une stratégie d'Oda pour qu'on n'ait pas de révélation trop tôt avant l'arc final, puisque une fois que les Mugiwara étaient sur Elbaf, ils étaient à 2 doigts d'avoir l'intégralité des secrets d'Ohara, puisqu'ils avaient accès à la bibliothèque. Mais Oda est beaucoup plus malin que ça, il a profité un petit peu de ce chantage des chevaliers divins pour cramer la
la bibliothèque. La seule personne qui pourrait nous renseigner, c'est Zoro, mais je suppose qu'il va lui arriver quelque chose, peut-être une perte de mémoire, qui vont faire que les Mugiwara devront attendre la dernière île pour avoir les dernières révélations. Mais plus important, c'était le personnage de Ronia. Rappelez-vous, je vous ai dit que la géante allait très certainement devoir sauter, mais qu'elle permettrait de prévenir le trio Monster et Loki, puisqu'elle allait sauter directement sur l'estomac de Loki. Rappelez-vous, celui-ci a mangé plus que de raison, il est en train de se soigner, il a donc un estomac énorme, et j'avais imaginé que la petite géante allait directement rebondir sur son ventre, ce qui allait alerter le trio Monster pour un petit peu les alerter sur le fait qu'il y a quelques problématiques qui se passent sur les branches du haut et que c'est ce qui allait les faire directement arriver sur le champ de bataille. Et bien j'ai eu tort, puisque comme les bibliothèques ont été cramées, Ronia a sagement fait demi-tour. Et voilà, quand on a raison, il faut le dire, mais quand on a tort, il faut le dire aussi. Et si on veut aller plus loin dans cette relation, moi je théorise que peut-être que Genko est finalement la fille de Brook. Ça donnerait un rapport hyper intéressant entre ce personnage qui a un passé mystérieux et les Chevaliers Divins, ce qui tombe à point nommé un petit peu pour les derniers arcs de One Piece. C'est officiel, c'est un des plus beaux tirs cadrés que j'ai mis dans ma carrière. Brook est le père de Genko, c'est dit dans la case, on voit un flashback de Genko où écrit père. Sur la case d'après, on voit Brook avec une petite fille, on t'imagine que c'est Genko enfant et Brook adulte. J'ai raison, Oda m'a donné raison directement dans le chapitre, dans une page où on a l'intégralité des éléments, mais des gens doutent. Des gens remettent ça en question, des gens vont me dire que non, Genko, en criant père, elle s'adresse à un personnage qui est off-screen, un personnage qu'on ne connaît pas, que finalement Genko est la fille, du roi d'un royaume, où Brook était le garde royal, ou encore que, Genko parle au capitaine de Brook, un certain York ou Yorkie, qui est off-champ, qui est off-screen, et que Oda, si jamais il aurait dessiné Genko comme étant la fille de Brook, dans la case suivante, elle l'aurait dit père et elle n'aurait pas dit Brook. Voilà, ça met en question un petit peu ce mini flashback que nous a donné Eiichiro Oda. Les gens vont aller chercher d'autres choses, des personnages off-screen qui n'existent pas, pour essayer de contrecarrer le fait que j'avais pré-shot déjà depuis un mois. Ça date du, je crois, 25 avril, quand j'avais dit tiens, je pense que Brook est le père de Genko. À toi de me donner ton avis directement en commentaire, n'hésite pas à me dire si tu penses que Genko est la fille de Brook. Quand j'entends fille, on est dans One Piece, fille légitime ou fille symbolique comme Ace avec Barbe Blanche. Je fais des bonnes théories, mais je suis pas non plus devin. Mais je pense qu'il y avait un très fort attachement entre les deux personnages. C'est ce que j'ai essayé de signifier dans ma théorie. Même si aujourd'hui, on peut avoir plus de détails puisqu'on a plus d'informations. Est-ce que c'est finalement la fille de son capitaine, la fille de son roi? Donne-moi ton avis en commentaire avec ton argumentation et on va voir un petit peu ce que vous pensez à ce niveau-là, les gars. C'est son fils et on va très certainement découvrir que les Chevaliers Divins vont le prendre en otage pour pouvoir un petit peu contrecarrer la puissance du lieutenant du roi des pirates. Et c'est ce qui va arriver. Bon, je vais vous expliquer comment j'arrive à faire des théories qui fonctionnent à chaque fois. Déjà, faut vraiment observer le contexte. Quand tu vois par exemple Skopper-Gaban et qu'il arrive à blesser mortellement Summers, tu te dis ah, ça va pouvoir être la clé de l'intrigue, puisque quand il les coupe, ça empêche les Chevaliers Divins de se régénérer. Mais quand tu regardes un petit peu le contexte, Skopper-Gaban, c'est un pirate d'un ancien temps et fait partie de l'équipage de Roger. Aujourd'hui, il ne peut pas être mis sur le devant de la scène. Ça ne peut pas être l'élément de résolution. A l'inverse, tu as des personnages comme Loki qui, eux, ont besoin du scénario pour être réhabilités parce qu'ils sont en train de vivre une injustice. Skopper-Gaban n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Il n'a pas été écrit pour cette raison. C'est pour ça que j'avais déjà théorisé depuis quelques chapitres que Skopper-Gaban allait perdre. En plus, il avait un défaut qui était juste placé sous nos yeux, celui de Colon. C'était sûr que Colon allait être pris
en otage pour pouvoir contrecarrer la puissance de Scopergaban tout en le respectant, car on doit respecter les mentors, on doit respecter l'équipage de Goldie Roger, mais c'est aujourd'hui Luffy et son équipage qui doivent être mis sur le devant de la scène, et c'est pour ça que c'était logique d'avoir une excuse qui ne permette pas à Scopergaban de one-shot l'intégralité des Chevaliers Divins. En plus, je vous l'ai dit déjà dans ma vidéo de la semaine dernière, il y a un certain parallèle avec le personnage de Sanji. Sanji est souvent dans cette situation face à Maria sur Wano Kuni ou face à Khalifa contre le CP9. Il n'a pas pu aller au bout de son combat car il avait une entrave qui l'empêchait de se battre. Et on a la même chose avec Scopergaban. Aujourd'hui, il est puissant, c'est pas la question. Mais il y a un élément extérieur qui va nous permettre de sauvegarder son honneur tout en le faisant perdre. Et c'est pas la seule bonne théorie que j'ai rentrée. Là, on va pas parler de Brook, mais on va parler d'autre chose parce que je vous avais déjà parlé de l'immortalité et comme quoi, ça pouvait être un cul-de-sac scénaristique quand tu développes de tels personnages. J'avais pris en exemple les Tensei dans Naruto, ça permettait de faire revenir des personnages très emblématiques comme Zabuza, comme Itachi, mais à cause du fait qu'ils étaient éternels, tu n'avais plus cette tension et donc leur seconde apparition était beaucoup moins impactante que lorsque Zabuza est venu dans la première fois dans l'œuvre ou lorsque Itachi s'est battu la première fois contre Sasuke. L'immortalité, ça tue les personnages et j'avais dit la même chose. Et Eiichiro Oda, si tu rends les Chevaliers Divins, qui devraient être le summum de l'organisation mondiale immortelle, tu vas perdre toute l'attention autour de ces personnages et toute l'intrigue va tourner uniquement autour de leur immortalité. Parce que ne serait-ce que physiquement, tu vas pouvoir les faire encaisser tout un tas d'attaques spectaculaires. Ça va être beau sur le dessin, mais on va pas pouvoir s'attacher aux personnages. Et c'est ce qu'a fait Eiichiro Oda. Il a défaussé deux des personnages, Genko et Summers, sur l'autel de l'immortalité et tout ce qui lui restait à faire pour le moment pour conserver une certaine tension, c'est de supprimer directement ces cartes et c'est pour ça qu'il les a défaussées pour invoquer directement Im-sama. La carte de l'immortalité nous a tenu en haleine 2 chapitres, mais aujourd'hui elle ne sert plus à rien. Mais je vais vous expliquer le plus intéressant concernant l'arrivée d'Im-sama sur Elbaf. Avant de vous expliquer le meilleur aspect d'avoir Im-sama sur Elbaf, j'aimerais bien vous dire qu'on avait les éléments sous les yeux et pourtant j'ai même pas eu l'audace de le théoriser. En effet, beaucoup l'avaient dit, à la première arrivée de Genko, quand elle a torturé Loki, beaucoup avaient fait le lien entre les flèches de Genko et les flèches d'Im-sama. Rappelez-vous, quand Cobra a tenu tête au Gorosei et à Im-sama, Im-sama a décidé d'attaquer le souverain avec une forme de flèche. À l'époque, on avait pris ça sur une queue de démon, c'était le début de l'affrontement entre Sabo, le Gorosei et Im-sama, la première fois qu'il se transformait d'ailleurs, et on s'est dit, quand on a vu Genko, que l'attaque était assez similaire. Mais la plupart des théoriciens se sont dit que Genko était très certainement la servante qu'on voyait généralement dans la salle du trône de Im-sama. Mais on n'avait jamais fait la corrélation entre les deux. Et là, quand on voit Im-sama prendre directement le corps de Genko, on se dit attends, est-ce que c'est une spécificité de Genko de pouvoir abriter en elle Im-sama ou est-ce que c'est l'intégralité des membres des Chevaliers Divins et du Gorosei qui peuvent être à tout moment la marionnette, le corps d'Im-sama? Et quand on répond à cette question, on va pouvoir un petit peu définir l'intégralité de la fin de l'arc et du sort d'Im-sama. Alors pour moi, Im-sama vient beaucoup trop tôt et donc Im-sama va perdre. Je sais que pour beaucoup, c'était l'antagoniste final de One Piece. Mais si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi Oda défausserait la carte Im-sama immédiatement. Alors effectivement, c'est pas son vrai corps. Elle ne fait que posséder Genko. Enfin, posséder Genko, il y a quand même 3 théories. Où Im-sama a son propre corps et elle peut manipuler n'importe lequel des Chevaliers Divins. Où Im-sama a un lien particulier avec Genko et elle peut posséder uniquement Genko, ou alors Genko est le corps d'Im-sama. D'ailleurs, on peut bien le voir dans l'image que Genko, lorsqu'elle est possédée par Im-sama, elle a les cheveux beaucoup plus longs. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur les 3 possibilités.
Mais si jamais elle se fait battre, ou même encore moins que ça, si jamais déjà elle se fait blesser, alors on aura déjà Im-sama qui a été mis à genoux à cause du haki de Joy-Boy, qui aurait subi une première défaite sur Elbaf, et donc le personnage qui aurait une hype avec 1000 points d'aura, eh bien descendrait un petit peu dans le classement face à d'autres antagonistes qui n'ont toujours pas été contrecarrés. Je parle bien sûr de Barbe Noire ou même de Xebec, et je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment est-ce qu'il pourrait revenir. Mais avant ça, j'aimerais bien revenir sur un point qui est particulièrement intéressant, et je suis sûr que vous n'avez pas mis le doigt dessus. Alors personne ne l'a remarqué, mais Im-sama vient sur l'arc Elbaf exactement comme Saturne était venu sur l'arc Ex-Igd. Ils arrivent au moment où il y a plus de tension dans l'arc. Et pour la première fois de sa vie, Oda a fait une chose avec l'arc Ex-Ed, il a coupé l'arc en deux, et entre les deux parties, il a fait un tour du monde pour qu'on puisse se voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les océans du monde de One Piece. On a vu notamment l'attaque de Garp sur la ruche, ou encore quand Shanks a affronté Kid. Et là, on aura peut-être la même opportunité. En fait, Im-sama vient d'arriver sur Elbaf, dans le corps de Genko, mais elle vient d'arriver. C'est, eh bien, le moment, le cliffhanger, le climax le plus haut au niveau tension de l'arc Elbaf pour le moment. C'est donc le parfait moment pour Oda pour faire un petit peu le tour du monde et surtout nous décrire qu'est-ce qui s'est passé à Marie-Joas Terre Sainte. On voit que c'est en flammes, on se dit que c'est très certainement les révolutionnaires, mais réfléchissez 30 secondes. Dragon, quand il a su que Sabo avait potentiellement tué Cobra, il a dit quoi? C'est pas la bonne façon de faire, ce n'est pas par la violence qu'on va réussir à retourner le gouvernement mondial. Donc je le vois mal, lui et ses équipes, mettre le feu à Marie-Joas Terre Sainte, surtout qu'on a déjà eu une attaque des révolutionnaires pendant la rêverie. Je ne vois pas Oda faire deux fois la même chose, mais on va en parler un peu plus loin dans la vidéo. Si on se dit que c'est pas les révolutionnaires qui attaquent Marie-Joas Terre Sainte parce que leur but c'était uniquement de faire un blocus et de les affamer, les révolutionnaires ne sont pas pour la violence, ils sont plutôt pour un retournement et une révolution douce. Mais il y a un des personnages que je considère comme un traître et qui pourrait être à l'origine de la destruction de Marie-Joas Terre Sainte. Je parle bien sûr du personnage de Garling et je vais t'expliquer pourquoi. Dans ce chapitre, on voit que Genko a bien connu Brook quand elle était jeune. Elle est donc très vieille et donc elle bénéficie, tout comme Saturne, de la jeunesse éternelle. Rappelez-vous Saturne, quand on le voit à God Valley et quand on le voit d'aujourd'hui, il n'a pas l'air d'avoir vieilli. A l'inverse, il se trouve que Garling eh bien, est une exception. Puisque à l'époque de God Valley, il était jeune et qu'aujourd'hui il est vieux, il ne semble pas partager le pouvoir d'Im-sama, ni celui qui lui permet de se régénérer, ni celui qui permettrait de ne pas vieillir. Donc Garling est un personnage particulier. Est-ce que c'est le cas parce qu'il fait partie eh bien, des familles les plus nobles de Marie-Joas, ou est-ce que c'est parce qu'il le cache un autre secret? Et je vais vous en parler juste après. Le secret de Garling pourrait être particulièrement lié au personnage de Xebec. Jusqu'à aujourd'hui, moi je maintiens que Xebec sera l'antagoniste final de One Piece, puisque Oda en 2017 nous a dit qu'il réservait le cache-œil pour son ennemi final, l'antagoniste qui devrait apparaître à la fin du monde de One Piece, et que ça serait un ennemi du passé. Seulement jusqu'à aujourd'hui, on se disait, comment est-ce que Xebec va revenir? On sait qu'il a disparu à God Valley, et Oda n'est pas du genre à créer quelque chose qui puisse permettre au personnage mort de revenir à la vie. Mais aujourd'hui, quand tu vois la possession d'Im-sama sur Genko, on dirait que avec ce pouvoir ésotérique particulier qu'a Im-sama, elle peut prendre possession des corps. Et c'est juste l'excuse que j'attendais pour pouvoir définir, et je l'ai déjà dit en vidéo, que Garling est très certainement possédé par Xebec. Il a pu l'être directement sur God Valley, c'est pour ça qu'on a une disparition de personnage de Xebec qui est normalement beaucoup plus puissant que tous les autres personnages. Je vous rappelle qu'il a soumis dans son équipage Barbe Blanche, Kaido, Shiki, Big Mom. À mon avis, Roger est bien trop jeune et pas assez expérimenté pour pouvoir le contrecarrer. Je pense à la même chose de Garp, donc je ne vois pas une personne capable de défaire Xebec. A l'inverse, si celui-ci a choisi sciemment, pour pouvoir être immortel, de transférer son âme vers un autre personnage, le personnage le plus titré et qui correspondrait le mieux, ça serait Garling. Et donc, au niveau scénario, Garling qui se rapproche du Gorosei, qui devient un de ses membres et qui se rapproche de Im-sama, pourrait être un personnage qui incarnerait en tant que marionnette
l'âme de Xebec. Mais avant de parler de ça, il y a fatalement le personnage que j'attends et qui potentiellement a détruit Marie-Jo Astersainte. On en parle dans la dernière partie. De voir que Barbe Noire deviendrait finalement le héros des Dragons Célestes. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant à ce niveau-là. Il suffirait juste que Lafitte se rende compte un petit peu de ce blocus. Il commence à le faire. Il commence à dire que les révolutionnaires sont en train de bloquer l'approvisionnement en nourriture et que les ascenseurs sont bloqués. Il pourrait monter sur Marie-Jo Astersainte et dire « Dragons Célestes, je vous protège », ce qui lui permettrait d'accéder au gouvernement et d'aller sur la prochaine step de son plan. J'imagine que si aujourd'hui il veut faire partie du gouvernement, c'est comme à l'époque quand il était chez Shichibukai, où est-ce qu'il vise directement le pouvoir et le fruit du démon d'Im-sama. Beaucoup parlé de Barbe Noire et de la capacité à avoir 3. Marie-Jo Astersainte en flamme. T'as envie de penser que c'est les révolutionnaires parce que c'est eux qui ont réussi grâce à un blocus à encercler Marie-Jo Astersainte, mais je te l'ai déjà dit dans cette vidéo, ça ne peut pas être eux, ils sont pas assez violents, c'est pas leur but. Déjà Dragon a dit à Sabo, qui est son fils adoptif, son protégé, je ne te pardonnerai pas si tu as tué Cobra. Les révolutionnaires veulent une révolution douce. Ils veulent étouffer Marie-Jo Astersainte, ils ne veulent pas la détruire. Ce n'est donc pas eux qui ont mis à feu et à sang la terre sacrée. Par contre, il y a un autre groupe, mon gars, le groupe de Barbe Noire, qui a déjà comme ultime objectif le monde. Ils veulent gouverner le monde. Donc la terre des Dragons Célestes est un objectif ultime pour l'équipage de Barbe Noire. Et d'ailleurs, ça faisait partie de sa stratégie, il nous l'a dit. Il souhaite affilier la ruche, son royaume, directement au gouvernement mondial pour pouvoir participer aux rêveries. C'est ça. Il a d'abord essayé de prendre des otages avec Kobe ou avec Garp, mais la marine ne négocie pas, et surtout pas avec les terroristes. Donc pour lui, c'était une mauvaise stratégie pour arriver directement sur Marie-Jo Astersainte. Mais rappelez-vous qu'il a réussi à toucher Saturne. Et avant que la population apprenne que celui-ci est mort, grâce à cette apparence, ils peuvent atteindre Marie-Jo Astersainte. En plus, c'était le but de Barbe Noire, de chasser les révolutionnaires. On le sait depuis Dressrosa, il les cible particulièrement, il a déjà attaqué une de leurs bases. Et on avait le personnage de Lafitte qui était directement dans la ville, proche de l'ascenseur qui mène à Marie-Jo Astersainte et qui donnait directement des informations à Barbe Noire. Celui-ci a toutes les informations, il veut contrecarrer les révolutionnaires, il veut gouverner le monde, il est capable de voler les pouvoirs du fruit du démon, c'est le personnage qui a le plus d'intérêt aujourd'hui de détruire Marie-Jo Astersainte pour faire bouger Im-sama et pourquoi pas voler directement son fruit de démon puisqu'il est capable de le faire. Je vous le disais déjà dans ma dernière vidéo, il y a trop d'antagonistes en ce moment dans One Piece. Potentiellement Barbe Noire, Im-sama, Xebec, il nous faut un ennemi final. Il faut que les pouvoirs de ces trois personnages soient finalement détenus par un futur antagoniste qui aurait toutes les cartes en main. Il aurait le fruit des ténèbres qui lui permettrait de voler les fruits du démon. Le pouvoir d'Im-sama permettrait d'assouvir n'importe qui, de rendre immortels ses soldats, de les posséder, pourquoi pas de leur transférer des pouvoirs de fruits du démon que Barbe Noire a réussi à voler. Et bien sûr, ça serait les pouvoirs ultimes pour le retour du plus grand pirate, Xebec. Oda a distillé ici et là un pulse d'antagonistes qu'il va pas tarder à rassembler pour créer l'antagoniste le plus puissant que l'histoire n'ait jamais connu. Et en plus, il faut absolument que l'équipage au chapeau de faille se repose un peu avant la bataille finale. Il faut qu'ils montent en compétence, il faut qu'ils aient un power-up, il faut que Luffy revienne sur le devant de la scène pour sauver le monde d'un cataclysme. Et Im-sama ne représente plus assez ce cataclysme. Elle a subi trop de défaites. Déjà, ça fait 800 ans qu'elle est sur ce monde et elle n'a pas pu empêcher l'ère de la piraterie. Elle n'a pas pu empêcher le gouvernement de perdre contre Barbe Blanche. Elle n'a pas pu empêcher les membres du Gorosei de perdre sur Ex-Id. Elle est tombée à genoux lorsqu'elle a vu un petit peu le hacké de Joy Boy. Aujourd'hui, elle ne représente plus une crainte. Le gouvernement ne ressent plus une crainte. Pour que Luffy vienne en sauveur final de One Piece, il faut que le monde tombe dans le chaos le plus total. Et pour que le monde tombe dans le chaos le plus total, il faut que ça soit Barbe Noire à sa tête. Et Luffy, permettra à l'aube de se lever après un monde qui est tombé dans les ténèbres à cause du personnage de Barbe Noire.